Ça y est, c'est déjà fini pour les Jeux Olympiques Paris 2024, alors ce soir, place au bilan. Que retenir de ces Jeux Olympiques? Les Français ont-ils continué de briller cette semaine? Et sommes-nous une nation de sport? Autant de questions qu'on va traiter avec notre équipe de choc. Alors, place à cette dernière nuit olympique. Comme chaque semaine pendant ces Jeux Olympiques, Elena, Bastien et Charlotte sont avec moi. Salut à vous trois. Salut. Donc au moment où l'on enregistre, on est juste après la cérémonie de clôture. À l'heure de cet épilogue, comment vous vous sentez? Eh ben écoute, la cérémonie d'ouverture était un petit peu longue à certains moments, j'ai trouvé. Mais la partie États-Unis, Los Angeles, LA était magnifique. Sans parler de Tom Cruise, qui était moyennement attendu. On va dire qu'on savait plus ou moins qu'il était là et on l'avait aperçu. Il s'était fait apercevoir dans les rues de Paris, mais on se demandait s'il allait arriver ou pas et si c'était juste un mythe de cette cérémonie. Et finalement, il est arrivé et je pense que ça a été le ouf en fait de la cérémonie. Ouais, globalement d'accord avec Elena. Le début, j'ai vraiment kiffé tout ça. Après, bah, comme dans chaque cérémonie de clôture, j'ai envie de dire, il y a toujours des moments assez longuets, machin, où ça parlote. Bon, ça c'est des trucs assez traditionnels, on va dire. Mais sinon, bon, ça s'est plutôt bien enchaîné quand même. Mais ouais, c'est vrai que ça a duré assez longtemps. Mais même, il me semble que dans la timeline, ça n'avait pas duré aussi longtemps que ça. J'ai dit 23h30, je crois. Ouais, la fin, c'était 23h30. Ça a duré longtemps. Après, moi, perso, je me suis pas vraiment ennuyée. Enfin, j'ai trouvé ça, à certains moments, assez émouvant. Le fait qu'il y ait tous les athlètes aussi réunis au même endroit, je trouvais ça super chouette. Et il y avait plein de moments que j'ai trouvé très sympas. Donc, j'ai pas trouvé ça particulièrement long. Et j'ai à peu près tout aimé. Moi, je suis d'accord avec Charlotte, le fait de voir tous les athlètes, c'était ultra émouvant et ultra intense, je pense, de les voir tous réunis là, comme ça, c'était... Ouais, ça se voyait qu'ils étaient tous fiers d'avoir participé. Et ceux qui avaient des médailles, ils les avaient pris avec eux et tout. Donc, c'était vraiment sympa. Et ça faisait moins Ouais. chaque pays dans son coin que à la cérémonie d'ouverture. Du coup, là, tout le monde était rassemblé ensemble. Ouais, puis l'ouverture avec Léon Marchand qui vient chercher la flamme sur la vasque aux Tuileries. J'ai trouvé l'image. Dès le début, en fait, on était déjà dedans, dans l'émotion de cette fin. Et jusqu'à le moment où ils l'éteignent tous ensemble, avec ces 6 athlètes représentant tous les continents, j'ai trouvé ça franchement très émouvant. Et on n'avait pas envie qu'il éteigne cette flamme des Jeux Olympiques. Et puis même le final aussi avec Isult, où on voit tous les feux d'artifice. Je crois que c'est toi, Elena, qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que c'était vraiment beau. Et c'est vrai que c'était aussi un beau moment de cette cérémonie. La montée des anneaux aussi sur le tableau au milieu de la cérémonie, la montée des 5 anneaux a été aussi sympa. Ouais, cet hommage, on rendait aussi un peu hommage à Pierre de Coubertin qui a remis au goût du jour les Jeux Olympiques. Et cette idée, c'était voilà une troisième, on va dire, relance des Jeux après les Jeux antiques, les Jeux modernes et cette façon un peu futuriste. Et j'ai trouvé que c'était un bel hommage à Pierre de Coubertin 100 ans après les premiers Jeux à Paris. Et on va revenir évidemment sur justement ces Jeux Paris 2024 et plus particulièrement dans un premier temps sur cette semaine qui, on va pas se le cacher, était un peu plus difficile pour nos Français. Heureusement, il y avait les sports collectifs et quelques belles victoires individuelles françaises qui ont pu remonter le niveau et nous permettre de finir dans ce top 5. Quelle était un peu votre performance de la semaine française qui vous a le plus marqué? Bah, moi, je dirais que c'est la médaille d'or en taekwondo qui m'a marquée parce que j'ai trouvé ça super émouvant vu que c'était la première médaille d'or de cette discipline du coup pour la France. Et je sais pas, enfin, je l'ai regardé à la télé du coup avec les commentaires et tout, j'ai trouvé ça super émouvant. Et je suis pas du tout adepte de ce sport-là, je l'ai jamais regardé, mais du coup ça m'a donné envie de peut-être regarder plus ou de m'intéresser plus à ce type de sport. Donc, voilà. Bah, moi, sur cette semaine, c'était le pentathlon. J'ai eu la possibilité d'aller voir plusieurs épreuves cette semaine.
dont le taekwondo, et je pense que cette discipline est beaucoup plus sympa, on va dire, à la télé. En vrai, c'est un peu plus compliqué, un peu plus lent. Enfin, on voit pas vraiment les actions qu'on voit à la télé, donc pour le coup, le taekwondo, je pense que la télé était plus favorable à le voir que en vrai sur place. L'ambiance c'est pareil, j'ai pas trouvé une ambiance exceptionnelle au taekwondo comparé au pentathlon par exemple aujourd'hui ce matin où c'était vraiment une super ambiance, les médailles étaient méritées, une chute d'Elodie qui fait extrêmement mal au cœur et qui permet de se rendre compte que effectivement l'animal reste l'animal et c'est lui qui décide et s'il en a décidé ainsi c'est comme ça. Donc j'ai trouvé que sa médaille était quand même méritée et que c'était une très jolie deuxième place. Et pour moi, en vrai, c'est assez difficile à dire, puis il y a quand même plusieurs moments marquants. J'ai eu la chance quand même d'aller aussi à l'athlé, etc. Donc du coup, la seule médaille d'argent en athlé a été, je trouve, très belle, parce qu'en plus ça joue vraiment à rien pour qu'elle ait l'or. Elle fait vraiment une super course, ça joue vraiment à la dernière haie et sur les derniers appuis où elle perd un petit peu de vitesse. C'est Sirena, j'ai oublié son nom de famille, Sirena en tout cas son prénom. Et après il y a les équipes de basket masculine et féminine. J'ai pu suivre ça du coup aujourd'hui en rentrant de Paris dans le train et tout ça, j'étais comme un fou. Et ça joue à un point, un demi-pied sur la ligne qui mord un peu la ligne. Et du coup, au lieu que ce soit un 3 points, c'est un 2 points à la dernière seconde. Donc un peu dégoûté, mais c'est aussi un peu la tragédie du sport qui se joue à la dernière seconde, à un détail près, quoi. Mais sinon, les filles ont fait un match et un tournoi globalement incroyable. Donc c'était vraiment un vrai plaisir à les regarder jouer. Il y a aussi cette semaine le premier titre olympique en surf de notre histoire en France par Colly Vast. Je pense que c'est vraiment aussi un moment que j'ai retenu cette semaine parce que j'ai trouvé que le surf en plus c'est une discipline dans laquelle on est moins, on performe un peu moins les Français et je l'ai trouvé sa victoire qui est assez belle pour la noter et ouais, je l'ai trouvé assez impressionnante. Après, c'est vrai que le surf, c'est un peu dommage parce que c'est la nuit. Enfin, c'est diffusé la nuit, du coup. Donc, je trouvais qu'on avait moins. Enfin, du coup, on découvrait le matin qu'il y avait eu la médaille, mais on pouvait pas vraiment voir. Ouais. Sauf si on veillait très tard, quoi. Mais après, du coup, ils pouvaient pas forcément le faire ailleurs que là-bas, et c'était très beau là-bas aussi. Mais ça faisait un décalage important avec les autres épreuves, quoi. On peut être fier aussi des frères Lebrun, je pense qu'on fait un beau parcours Ouais. en équipe cette semaine, même en individuel. Bah ouais, après, c'était une équipe de 3, je crois, pour le tournoi par équipe. Ouais. Je crois que c'est Simon qui s'appelle l'autre, mais Simon Gauzy, ouais. Ouais, voilà. Et c'est vrai que je trouvais ça émouvant aussi parce que lui, ça se voyait qu'il avait vraiment à cœur de gagner une médaille, puisqu'il est un peu plus expérimenté. Enfin, il a fait plus de compétitions, etc. Donc, il avait envie aussi de gagner la médaille. Et du coup, j'ai trouvé ça très émouvant qu'ils aient gagné tous les trois le bronze, quoi. Bah ouais, pour revenir un peu sur l'histoire du coup de cette équipe de tennis de table, Simon Gauzy, c'était vraiment le seul représentant vraiment à l'international. Il est resté dans le top 20 à peu près, enfin, une grosse majorité de sa carrière, mais sans pouvoir non plus atteindre les mastodontes qui étaient les pays asiatiques, et sans pouvoir même avoir une chance un peu de les bousculer lors des grandes compétitions. Et là, depuis l'arrivée des frères Lebrun, Félix, il est quatrième ou cinquième mondial, et Alexis, il est 13e ou 14e, quelque chose comme ça. Donc tu sens qu'avec eux, ça joue à un tout autre niveau quand même. Et Félix, il a été exceptionnel. Alexis a eu un peu plus de mal en simple quand même, mais en double, ça a plutôt bien fonctionné. Mais Félix, tu sens qu'il est vraiment un cran dessus. C'est exceptionnel la vitesse de jeu qu'il arrive à tenir. Il semble aussi être très posé malgré son âge, pas céder à la pression, etc. Franchement, c'est un sport que j'aurais énormément aimé voir en direct, même si je pense que dans les tribunes, la balle, tu dois pas la voir, parce qu'il joue tellement vite et du coup, la balle est tellement petite que tu dois rien voir.
mais rien que l'ambiance, etc., qui semblait y avoir au moment, à chaque fois qu'ils gagnaient un point, ils ont dû même arrêter les matchs des fois qu'il y avait à côté, lors du tournoi individuel, parce que quand c'était les frères Lebrun, il y avait trop d'ambiance, quoi. Et les autres matchs n'arrivaient pas à se concentrer. Donc du coup, quand c'était eux qui jouaient, tout le monde s'arrêtait et c'était les frères Lebrun qui jouent. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc à suivre, je pense, pour les prochaines Olympiades. Ce sera un peu des vrais représentants pour nous à l'international. Et eux nous ont habitués un peu à mieux, c'est l'équipe de France masculine de handball qui s'est inclinée mercredi 35-34 en quart de finale face à l'Allemagne. Certains spécialistes pointent un peu du doigt le management voulu par la fédération. Est-ce que vous partagez un peu ce constat-là? Moi, pour ma part, c'est pas, je pense pas que ce soit, en fait, malheureusement voulu par la fédération. C'est juste que on a eu cet état d'esprit pendant des années, justement qui avait été monté par l'un des anciens coachs, donc de l'équipe qui s'appelait les Experts, Claude Onesta. Et sauf du coup, Claude Onesta, c'était quand même vraiment quelqu'un dans le monde du hand, etc. Et il avait aussi monté cette équipe vraiment de A à Z. Il était la base de tout. Donc du coup, même s'il avait laissé entre guillemets le pouvoir aux joueurs et la parole aux joueurs, etc., il avait quand même cette influence au moment où il parlait, je sais pas qu'il parlait tout le temps, au moment où il parlait, il était écouté. Et là, on a vu sur le match de l'équipe de France où on perd, donc je suis d'ailleurs celui qui fait l'erreur, c'est Dika même qui au moment du temps mort décide de prendre la parole. On a l'impression que le coach va aussi dire quelque chose, mais au final il n'a pas réussi à s'imposer et il a même pas dit un mot. Le temps mort est passé, voilà. Donc au final ça a été un coaching raté vu que il n'a pas su s'imposer et su donner la bonne dynamique ou la bonne stratégie à ses joueurs. Donc, est-ce que c'est voulu exactement par la fédération? C'est peut-être une erreur de la fédération en mettant ce type de coach-là, peut-être en ne sachant pas qu'il avait peut-être pas le leadership nécessaire pour mener cette équipe en cas de match difficile ou accroché, etc. Faut pas non plus tout changer, hein. On a gagné énormément de titres, etc. Il y a peut-être des codes qu'il faudra changer, des techniques d'entraînement, des stratégies à mettre au point dans des figures précises de match, comme là où il reste 10 secondes, on est à juste un petit but d'avance et juste bah voilà avoir une petite stratégie pour gagner du temps et garder le ballon et pas faire n'importe quoi avec. Moi, je pense que sur le leadership, comme tu disais, ben ça peut s'apprendre, c'est sûr. Là, ça pourra pas se rattraper pour ces Olympiades-là. Seulement, l'équipe, elle va bouger aussi et il faudra par la suite apprendre un nouveau leadership, enfin un nouveau mode de management, hein, clairement, de ces équipes, avec de nouvelles équipes qui devront elles apprendre à se connaître. Et je pense que ça fera peut-être beaucoup aussi pour les prochaines Olympiades à venir. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à jouer, ça aurait pu jouer là chez nous en 2024 cette année. Bah, c'est vrai qu'on perd 3 de nos joueurs principaux à 3 joueurs importants, donc il va falloir recréer une dynamique de groupe et ça va pas être mince à faire pour les prochaines compétitions qui arrivent. Après, ça peut au contraire amener du nouveau Ouais. un peu. Vu que c'était des joueurs qui étaient là depuis très longtemps, peut-être que d'en amener des nouveaux et de renouveler un peu l'équipe, ça peut permettre d'améliorer les choses. Ouais, une nouvelle dynamique Ouais. peut-être qui va se créer avec de nouveaux joueurs, c'est possible. On a vu aussi cette semaine, de toute façon, enfin même tout au long de la compétition, quand on voit en judo les jeunes qui arrivent et qui sortent, hein, les plus anciennes, on voit bien que les jeunes peuvent amener aussi une nouvelle dynamique et un petit peu de fraîcheur en fait à cette compétition et même que ce soit là en hand ou en judo la semaine dernière, on voit qu'en natation, si on retombe sur Léon Marchand, on voit qu'avec lui c'est pareil, un jeune qui met tous les plus anciens sur le côté, c'est aussi ça le fait qu'on arrive à avoir des jeunes de plus en plus sur ces circuits en fait. Ouais, moi du coup je voulais ajouter que par contre en hand j'ai l'impression qu'on voit quand même souvent les mêmes joueurs depuis quelques années. Et là, on a eu quelques jeunes, etc., qui ont joué quand même beaucoup, notamment un gardien qui était le gardien remplaçant, on va dire, à la base, qui a eu son opportunité d'être, on va dire, gardien numéro un, même si ça tourne quand même assez souvent en hand.
Et au final, les matchs qu'on perd, c'était quand lui est gardien numéro un. Et quand on a remis entre guillemets le vieux gardien mais qui assure toujours, bah, on a commencé à gagner nos matchs et à jouer les qualifications. Donc voilà, des fois c'est une question de génération, hein. On a été quand même plutôt gâtés en hand, on a gagné pendant 20 ans, on a pris je sais pas combien de titres olympiques, je sais pas combien de titres mondiaux et européens. On va peut-être avoir un petit trou de 4-5 ans et après ça va revenir là-dessus je m'en fais pas, on a une très bonne formation au hand et il y a vraiment aucun problème. Bah, on voit ça aussi dans l'équipe de volley masculin. On voit que bah il y a une génération qui clairement domine, enfin qui gagne tout ensemble et qui s'entendent super bien. Enfin, il y a une super dynamique de groupe et tout. Et je pense que ouais, c'est vraiment une question de génération. T'as des équipes qui vont super bien fonctionner ensemble et d'autres bah, où ça va mettre un peu plus de temps, où ça va moins bien le faire. Une autre discipline dans laquelle on a performé, mais on n'a pas atteint la médaille d'or, c'est en basket. On parlait un peu tout à l'heure, Bastien, mais tu évoquais plutôt les femmes. Chez l'équipe masculine, ça a été aussi le cas où on a perdu contre les États-Unis. Est-ce que c'est impossible de complètement battre un jour les Avengers? Bah concrètement, en vrai, les Avengers, c'est la dernière année où ils font les JO. LeBron James, il a 39 ans. Steph Curry qui nous a enfoncé parce que c'est lui majoritairement qui nous enfonce, qui nous a enfoncé à chaque fois pendant tout le match. Chaque fois qu'on est revenu, c'est lui qui a recreusé l'écart au score avec ses 3 points. Steph Curry, il a 36 ans. Comment il s'appelle? Il y en a un autre. Non, Joel Embiid, on ne sait pas s'il va vouloir rejouer pour les USA. Kevin Durant, il a 35 ans aussi, quelque chose comme ça. Donc dans 4 ans, ces joueurs-là, ils seront quand même très âgés, même si bah jouent pas leur professionnalisme, mais au bout d'un moment, l'âge c'est l'âge quoi, donc ça devient quand même plus compliqué. Et on voit quand même que dans la jeune génération américaine, il y a du talent, mais est-ce que c'est du même niveau que ce qu'on a pu voir auparavant? Ça, je suis pas sûr. Et on a vu que bah, nos joueurs étaient capables de rivaliser, et je suis sûr qu'une deuxième défaite en finale pour eux, parce que du coup c'est bis repetita hein, par rapport à Tokyo, va créer, je pense, une sorte d'émulation et une sorte d'envie générale pour tout le monde pour aller justement aller chercher enfin cette médaille olympique en plus de chez eux. Donc je pense que l'histoire sera même encore plus belle de, on va dire, récupérer le titre qu'ils nous ont volé. Mais en vrai, il n'y a pas eu vraiment match, je pense, sur le match d'hier. Ils ont été globalement meilleurs sur tous les compartiments, pas de beaucoup, mais bah, quelques 3 points suffisant plus, un peu plus de motivation, des fois un petit peu plus de solidité sur des gestes, on va dire basiques, où ça panique pas, ils jouent simple, et au final ça marque. Et c'est les 10 points de différence qu'on a avec eux, ils se jouent là, quoi. Ouais, c'est d'aller chercher les 10 points à Los Angeles 2028. Ce serait en tout cas beau, comme on disait, de leur piquer la victoire chez eux. Au-delà de nos athlètes français, cette semaine, l'athlétisme nous a fait briller les yeux avec plusieurs records battus. On voulait notamment parler d'Armand Duplantis, le sauteur en perche, qui a battu son propre record, c'est ça, avec 6 mètres, je sais plus exactement, 6 mètres, un peu plus de 6 mètres. 6 m 25. Et justement, bah, ces 6 mètres 25, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau record un peu battu d'Armand Duplessis? Euh, Moi, concrètement, en vrai, je m'y attendais parce que bah on sait que ça fait maintenant 2 ans que vraiment il concourt tout seul, on va dire. Et souvent, il s'amuse à juste à battre son record. Bah, c'est ce qu'il a encore fait, hein, à battre son record du monde de 1 cm pour pouvoir juste continuer à le battre, quoi. Donc, et en plus, quand il l'a battu, on voit qu'il a encore la marge, hein, il a encore 3-4 cm à aller chercher. Donc, tant qu'il sera en forme et qu'il aura toujours les jambes pour pouvoir être capable d'envoyer aussi fort en l'air, il continuera à le battre de 1 cm pour 1 cm pour 1 cm. Donc ouais, il est impressionnant. J'ai eu la chance de le voir en direct. J'étais à l'autre bout du stade, enfin de vraiment à l'opposé de la perche, mais quand on le voit sauter, il y a tout le stade qui se tait. Et au moment où il passe, c'est un peu une explosion et tout ça. Donc c'est franchement c'est génial et c'est très 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 impressionnant. Ça va être dur de le détrôner dans les prochaines années. Ouais, bah clairement, on voit qu'il est tout seul sur le concours, quoi. Les autres se battent bah, pour la deuxième et troisième place, mais ils savent très bien qu'ils auront pas, enfin ils gagneront pas.
Et du coup, ça a fait que le concours, j'ai trouvé que c'était hyper fair-play. Enfin, ils s'encourageaient tous, même ils encourageaient tous Duplantis pendant qu'il essayait de battre son record du monde, ce qu'il a battu au 3e essai, du coup. Donc, il a quand même échoué 2 fois avant et tout le monde l'encourageait, ses concurrents. Donc, je trouvais ça super chouette. Et ouais, du coup, c'est super impressionnant. Enfin, à chaque fois de rebattre son record. En plus, là, il avait quand même beaucoup de pression parce que c'est aux Jeux Olympiques. Le stade n'attendait que ça, clairement. Donc, le fait de réussir à le faire quand même devant ce public-là, bah, c'est très fort, quoi. Donc, à voir jusqu'où il va aller. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec Charlotte. Voir les autres tours qui étaient hyper fair-play et qui l'encourageaient, c'était impressionnant. Mais voir aussi le calme avec lequel il allait au saut. En fait, il y allait pas dans un esprit de détente parce qu'on voyait bien qu'il y avait de l'enjeu et la première fois était loupée, la deuxième fois était loupée, donc la troisième fois il avait plus le droit à l'erreur. Mais par contre, voir ouais, le calme avec lequel il est en fait et l'ambiance dans laquelle il se met vraiment avec le public, il se met dans sa bulle et il apporte le public avec lui. Je pense que toi, Bastien, t'as dû le voir peut-être comme ça. Enfin, moi, du moins, de derrière ma télé, c'est ce que je voyais. Il se mettait dans sa bulle et avec lui, il emmenait tout le public et à la troisième fois, ça a été troisième essai, ça a été l'explosion. Enfin, voilà, il arrive à battre son propre record. Je pense qu'il y arrivera encore s'il réessaie la prochaine fois parce qu'il y a encore de la marge et qu'il peut le faire, quoi. Et aussi, c'est un truc, c'est un sport où, entre guillemets, quand t'es en forme physiquement, tu dois le sentir. Et ce qui lui manquait juste sur les 2 premiers sauts, c'était, on va dire, peut-être un peu de technique. Parce que, bah, aussi, le problème, c'est qu'il va tellement vite et tellement haut que, du coup, la technique est d'autant plus dure à avoir. Et sauf qu'il savait au fond de lui qu'il a les capacités, en tout cas physiques, pour la franchir, cette barre, et que c'est aussi, je pense, pour ça qu'il est assez confiant. Il a juste à se concentrer sur ses fondamentaux de technique et à passer cette barre. Bon, dit comme ça a l'air très facile, mais c'est pas comme s'il partait défaitiste face à sa barre. À chaque fois qu'il prend sa perche, il est 100% convaincu qu'il la passera et qu'il a les jambes et la force pour aller, entre guillemets, la gravir. Mais en vrai, c'était pas un record entre guillemets acquis parce qu'il y a pas mal d'athlètes, j'ai vu quand même pas mal d'athlètes se plaindre des infrastructures, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais enfin, ils semblaient perdus dans leur saut. Ils avaient du mal à jauger, on va dire, la distance, etc. avec leur perche. Les 2 Français qui se sont pas qualifiés sont globalement assez loin de leur standard à eux, puisqu'ils ils ont pas réussi à passer des barres assez basiques, alors que normalement ils passent 20-25 centimètres au-dessus minimum. Et d'autres, ça a été le cas pour d'autres athlètes. Donc c'était pas non plus un record acquis et il a su faire avec et lui seul a été capable de s'adapter. Donc là-dessus, bah, chapeau. Et justement, toujours en athlée, il y a une athlète ukrainienne qui nous a marqué. Elle a été médaillée d'or en saut en hauteur alors qu'elle a fui son pays après l'invasion russe. Retour sur son portrait avec Mathis. Aujourd'hui, dans ce portrait d'athlète, nous vous présentons Yaroslava Mauchik, qui a conquis l'or en saut en hauteur avec un saut phénoménal de 2,06 m. Mais son histoire dépasse largement le cadre sportif. Le 7 juillet, au stade Charletti, Yaroslava a battu le record du monde avec un saut à 2,10 m, inscrivant son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'athlétisme. Née à Dnipro, en Ukraine, Yaroslava a grandi dans un contexte difficile, marqué par la guerre qui déchire son pays depuis 2022. Malgré les épreuves, elle a continué à s'entraîner avec détermination, trouvant refuge en Allemagne. Chaque saut était pour elle un acte de résistance, un moyen de représenter son pays avec fierté. Son triomphe à Paris a été salué non seulement par le monde du sport, mais aussi par les soldats ukrainiens, qui l'ont remerciée de porter haut les couleurs de l'Ukraine. Pour eux, elle est bien plus qu'une athlète. Elle est un symbole de courage, d'espoir et de persévérance. Même s'il est important de rappeler que les athlètes deviennent des figures politiques au sein même de l'Ukraine, il faut noter qu'à la suite d'une compétition où elle avait concouru face à une athlète russe, participant sous bannière neutre, une photo des 2 femmes a suscité l'indignation de la droite conservatrice. Celle-ci lui a demandé de clarifier ses positions face au conflit et certains personnages politiques l'ont même traité de déchet biologique. Yaroslava Mauchik nous rappelle à tous
que même face à l'adversité la plus terrible, il est possible de réaliser ses rêves et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Donc en dehors de l'athlé, cette semaine, on a aussi remarqué les performances d'Iman Khalif, la boxeuse algérienne victime de haine sur les réseaux sociaux. Elle a su répondre aux critiques en allant chercher l'or. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique et surtout de sa performance? Moi, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a vraiment attristée pour elle parce que c'est une athlète qui concourt en fait chez les femmes depuis longtemps et là on remet en cause sa féminité et le fait qu'elle puisse concourir chez les femmes euh, pour des raisons qui sont pour moi pas valables quoi. Et c'est une de ses concurrentes qui a un peu jeté le pavé dans la mare en disant que bah c'était pas juste, que elle avait cru concourir contre un homme et tout, alors que il y a des tests qui sont faits justement et pour ça et si elle peut concourir, enfin si c'est une femme, elle concourt chez les femmes et c'est le cas donc voilà, j'ai trouvé ça dommage et ça m'a vraiment attristé toute la haine qu'elle s'est prise pour ça quoi. Bah, en fait, on a vu que à chaque fois, on a pu le voir avec le discours de Tony Estanguet à l'ouverture, et il me semble qu'il en parle un peu dans la clôture, que les JO ne doivent pas être politiques, mais en fait, ils le sont en permanence. Parce que cette polémique a été lancée la veille du combat de Iman Khalif contre l'Italienne par un député ou un député italien, il me semble, qui lance ça comme ça la veille du combat pour justement tenter de la déstabiliser, etc. Au final, l'italienne a abandonné au bout de 1 minute parce que elle s'est juste fait, elle était juste en dessous quoi. Mais sauf que du coup après, ça a attisé un peu déjà toute la haine qu'elle s'est pris en disant bah regardez, c'est forcément un homme puisque son adversaire n'avait pas été capable de tenir ne serait-ce qu'une minute face à elle, donc c'est obligatoirement un homme. Et en vrai, on peut que lui tirer son chapeau d'avoir su résister à la pression et d'être allé chercher justement cette médaille. Et en plus, elle a pu être porte-drapeau à la fin. Euh, donc là-dessus, il y a pas, on peut que vraiment entre guillemets s'incliner devant la performance mentale et les ressources mentales où elle a pu faire face et montrer que c'était une très grande championne. Donc du coup oui, je disais que je trouve ça injuste qu'on fasse une telle polémique sur une personnalité, surtout pour des jeux qui se veulent paritaires et complètement inclusifs cette année. Après, comme elle l'explique, ça la touche, mais malheureusement, elle sait se battre. Enfin, elle s'est déjà battue pour pratiquer ce sport-là, puisque elle vient vraiment d'une partie vraiment semi-désertique du Tiaré. Et donc, du coup, elle expliquait que dans leur religion et dans leur façon de faire et d'être, les femmes et encore plus à la boxe où c'est un sport où on se bat reste quelque chose de compliqué et quelque chose qu'elle a dû faire accepter à sa famille. Donc du coup vraiment elle s'est battue constamment en fait pour la boxe et pour la pratique qu'elle en a faite. Donc on est arrivé là aujourd'hui et devoir se battre à nouveau contre d'autres pensées qui sont tout autant négatives. Je pense que c'est un autre combat qu'elle fait à côté du ring, mais qui est tout aussi complexe en fait. Et justement être combatif au-delà du sport, ça a été aussi le message du podium 200 mètres des Jeux de Mexico en 1968. C'est ce que tu vas nous expliquer dans ta rétro, Bastien. Oui, donc mise en contexte, on est aux États-Unis, le clivage de la population et la ségrégation raciale est très forte. Donc c'est les Jeux olympiques de Mexico 1968. Donc les communautés noires tentent d'obtenir l'égalité de leurs droits humains. Donc un des hommes qui les représentait le plus à cette époque, c'était du coup Martin Luther King. Donc avec I Have a Dream, je pense que tout le monde connaît celle-ci. Il avait été tué quelques semaines auparavant, au début des JO. Et des athlètes comme Tommy Smith et John Carlos, les coureurs de 200 mètres, hésitaient à participer justement en signe de protestation à ces Olympiades. Mais ils y sont allés parce qu'ils savaient que en cas de victoire, donc pour leur lutte, ça leur donnait une énorme opportunité d'exprimer leurs paroles avec un écho justement planétaire. Mais bon, la compétition reste quand même loin d'être gagnée. Donc au départ de la finale du 200 mètres,
alors que la Marseillaise du coup résonne à ce moment-là dans le stade pour Colette Besson, donc une légende de l'athlé français. John Carlos entend un murmure de bonne chance de la part de Peter Norman, donc un athlète australien blanc situé dans le couloir d'à côté. Le 200 mètres est lancé et c'est Tommy Smith qui est en tête et derrière lui John Carlos et Peter Norman, donc l'Australien, se battent l'un et l'autre pour déterminer qui finira deuxième et troisième. Et du coup, ce sera finalement Norman qui s'imposera d'une vraiment courte tête sur la ligne. Et donc à l'arrivée dans le tunnel, John Carlos demandera à Norman si lui aussi croit dans les idées de l'égalité des droits de l'homme. Peter Norman répond oui et il montera sur le podium avec un badge sur son survêtement indiquant qu'il soutenait du coup lui aussi l'égalité pour les droits humains. Tandis que donc lorsque l'hymne américain retentit, Smith, médaille d'or, et Carlos troisième, inclineront la tête devant le drapeau des US en levant le poing avec un gant noir dessus pour pouvoir justement enfin exprimer le message qu'ils voulaient faire passer à leur pays et aussi au monde entier. Donc ils sont sans aucun doute, ils ont eu un impact énorme dans l'enjeu des droits de l'homme, même si ceux-là, on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, ne sont pas encore acquis. Et les trois champions resteront quand même amis. Et lors du décès de Peter Norman, donc l'athlète australien, Smith et Carlos seront présents pour porter le cercueil de leur ami. Donc de beaux messages et de beaux combats portés au JO. Et c'est aussi ça, au-delà du sport, les valeurs de l'olympisme qui ont pu être représentées en 68. Et ce fut encore le cas, je pense, en 2024. Et là, c'est l'heure du crépuscule de ces Jeux. La France repart avec 64 médailles, dont 16 en or, un exploit et même un record battu depuis les Jeux d'Atlanta. On a pu évidemment compter sur la ferveur du public dans les sites parisiens et français, qui était incroyable, iconique, nous permettant de décrocher cette 5e place au tableau des médailles. Est-ce que vous êtes satisfait de cette position ? Du coup, je pense qu'on peut se satisfaire de cette place, même si on s'est longtemps maintenu en haut du classement. On a des délégations en face de nous aussi qui avaient de nombreux athlètes. On est une délégation de taille normale, on va dire, mais quand on voit les US en face, qu'on je crois 112 ou 113 médailles, je sais plus exactement. Je pense que évidemment nous on fait pas le poids face à ça et je pense que notre 5e place est plutôt méritée. Pour moi, c'est vraiment un bilan extrêmement positif parce que déjà, on réalise notre record de médailles avec un peu de déception quand même en fond parce que il y a énormément de médailles d'argent qu'on a qui se jouent mais à rien du tout. Ça, vraiment, c'est du pile ou face pour que ce soit une médaille d'or. Et donc, du coup, au classement, ça peut tout changer. Si tu rajoutes là 4 ou 5 médailles d'or, ça peut faire une vraie différence. Mais bon, voilà, j'espère que dans toutes les disciplines où ça se joue pas grand-chose sur les prochaines Olympiades, ça jouera en notre faveur et que ces athlètes-là sont capables de renverser la vapeur. Mais il y a quand même que du positif. On a marqué des médailles dans des disciplines où on était, on va dire, pas forcément habitué à en marquer. Donc, pour moi, ça reste quand même que du positif. Je trouve aussi que c'est une bonne place. On reste dans le top 5 des nations. Forcément, on peut pas rivaliser avec les États-Unis qui ont énormément d'athlètes et qui sont forts dans beaucoup de disciplines, ou avec la Chine aussi où il y a une forte densité. Donc c'est une bonne place, le top 5, et c'était aussi ce qui était un petit peu annoncé comme les espoirs de médailles par les politiques ou les journalistes qui disaient à peu près entre 50 et 60. Donc je pense qu'on a respecté un peu, les athlètes ont respecté un petit peu entre guillemets le contrat, et ça s'est très bien passé. Bon, à part dans certaines disciplines comme l'athlétisme ou le cyclisme sur piste où il y a eu quand même des déceptions, mais sinon la majorité des médailles espérées ont été remportées. Donc, Et malgré ce constat positif et ces belles performances, ces Jeux sont aussi l'occasion de faire un peu le point sur la place du sport en France. Il y a quelques semaines, Florent Manodou disait qu'on n'était pas forcément une nation de sport à proprement parler, vantant notamment le temps passé à l'école en sport, à peu près 2 heures de PS, je crois, au collège et au lycée. Est-ce que vous partagez ce constat-là qu'il a ?
Alors, je le partage oui et non. Je pense que effectivement, on n'est pas une nation où la pratique du sport peut être plus développée, comme par exemple, on le voit en Allemagne ou aux US, ils ont des plages horaires adaptées, les façons de faire et même le système scolaire est différent. Donc évidemment, nous, au niveau nation de sport, ben c'est différent aussi. Par contre, je pense qu'on est une nation qui soutient énormément le sport et qui est derrière ses athlètes. Et ça, pour le coup, on peut pas nous le retirer. On voit bien encore ce soir avec Tony Estanguet, comme il le disait, on râlait tous après ces JO et au final, on est tous derrière eux, on est tous derrière nos sportifs et on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. On se rend bien compte que l'arrêt des JO aujourd'hui, bien qu'il y ait les Paralympiques derrière, on se dit qu'est-ce qu'on va regarder maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, notre vie va reprendre un chemin plutôt normal, mais en fait on s'est habitué à autre chose pendant ces jours de compétition, donc pour le coup je pense que oui, on permet pas de développer le sport correctement en France, mais par contre, on est une nation qui est absolument à fond derrière ses sportifs et derrière ses athlètes. Là-dessus, je suis amplement d'accord. Niveau supporters, etc., on est vraiment à fond derrière nos athlètes. Mais la politique, pour l'instant, n'y est pas, enfin notamment financière, hein, parce que bah, le financier, ça reste le nerf de la guerre dans tous les domaines. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu sur Twitter avec des bons athlètes, on va dire semi-pro en athlétisme, et, euh, et quelqu'un m'a dit que au final, ils passent leur temps à magouiller un peu au sein de la fédération entre eux. Ils se refilent les postes avec des salaires mirobolants, alors qu'apparemment ils sont un peu complètement nuls et pas forcément méritants. Ils forcent les athlètes à rejoindre l'INSEP et si tu y vas pas, bah du coup ils te coupent toutes les aides que tu peux avoir. Euh, les athlètes en athlétisme, par exemple, ils ont qu'un coach, mais ils n'ont pas forcément accès à tous les soins. Ils n'ont pas un centre de performance à côté de chez eux. Donc aussi, ça demande bah, soit de déménager, donc du coup être loin de leur famille. Donc ça veut dire que mentalement, s'ils sont pas très solides ou juste à l'aise avec le détachement de la famille, bah ils peuvent juste craquer et arrêter leur carrière alors qu'ils sont extrêmement talentueux. Donc je trouve que nos fédérations sont pas encore prêtes à accompagner à 100% nos athlètes. Et ça va être un gros point à améliorer dans les années à venir, même si du coup bah, ces résultats qu'on a eus montrent que bah, on a du talent, on a du vivier dans énormément de disciplines, qui semble être un peu inépuisable, hein, puisque même si on n'a pas forcément énormément de licenciés dans certaines disciplines, bah, on arrive toujours à sortir des bons sportifs. Donc maintenant, il faut tout mettre en place pour accompagner et essayer de dénicher le plus grand nombre de sportifs possible, et aussi augmenter enfin changer le système scolaire où on fait du 8h à 17h qui est pas forcément utile, on fait que 2 heures de sport et 2 heures d'art plastique. Je dis pas qu'il faut tout miser sur le sport, bien au contraire. Il y a énormément d'autres choses où on peut faire découvrir aux jeunes, que ce soit enfin, vis-à-vis de l'art, de la création, du sport. S'ils ont, je sais pas, des passions pour les échecs, la philo, les langues, ajouter des trucs comme ça, des cursus, et justement proposer cette charnière, on va dire peut-être en fin de journée, où ils ont ceux qui ont envie de faire 2 heures de sport, bah, ils peuvent faire 2 heures de sport, aller à leur club d'athlé, aller à leur club de, je sais pas, de boxe, de foot, et ça pourrait tout changer déjà dans la détection de talent. Donc il y a énormément de choses à changer, et à la base des bases, ça commence par l'école. Puis je pense qu'au-delà du volume horaire de sport proposé, c'est aussi la manière dont on l'enseigne. Aujourd'hui, on prône beaucoup le sport. Il y a des sports qui sont vraiment prônés, je pense au foot, à l'école ou au hand, qui sont des sports qu'on fait pratiquer très jeune, alors qu'on pourrait proposer des sports qui font plus l'unanimité selon les genres ou qui divisent moins et qui poussent moins certaines personnes à tout de suite se dire je vais pas aimer le sport ou je veux pas aller en cours de sport. Je pense à la piscine aussi qui est mal présentée à l'école et qui est pourtant un sport assez complet et qui pourrait être mieux présenté ou mieux enseigné à l'école. Et je pense que si on nous présentait mieux les choses et qu'on proposait des sports plus complets, je pense que par exemple, c'est un peu trivial, mais la balle au prisonnier, typiquement, c'est un sport qui fait travailler plus tout le corps alors que par exemple le hand, on va travailler, que certaines parties du corps, quitte à en abîmer,
une autre, il y aura pas une homostasie aussi présente sur tout le corps. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi travailler sur vraiment comment présenter le sport à l'école et quelle discipline choisir au gré d'autres. Bah, moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Bastien sur les fédérations et le fait sur l'INSEP, tout ça. Parce qu'en fait, il y a une athlète qui concourait pour l'Algérie en gymnastique qui s'appelle Kayla Nemour, qui a fait médaille d'or au bar asymétrique en gymnastique, alors que c'est quand même hyper relevé comme concours, et qui à la base, en fait, était athlète pour la France. Et elle a été obligée, enfin, on lui a dit soit tu vas à l'INSEP, soit on te coupe tes aides, etc. Et du coup, elle a décidé de concourir pour l'Algérie. Et elle est partie, du coup. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, de laisser partir des talents comme ça, concourir pour d'autres pays, alors qu'on les a, mais juste on les aide pas à exploiter leur plein potentiel et à s'entraîner comme ils le souhaitent. On les oblige à adopter des entraînements qui sont pas forcément ceux qui leur conviennent. Et voilà, je trouve ça dommage. Ouais, bah, l'exemple de Kayla Nemo, il est parfait en fait. Ça montre que bah, les fédérations, je sais pas pourquoi, mais elles ont des égos surdimensionnés. Elles veulent à tout prix que ce soit leur création, on va dire, les champions olympiques ou champions du monde. Et de là, enfin moi je trouve ça extrêmement tordu quand même comme raisonnement de dire bah soit vous venez à l'INSEP, soit on vous sélectionne pas et en plus on vous coupe toutes vos aides. Bah Kayla Nemour, elle a pris ce choix-là, et il me semble elle est très jeune aussi, elle a 17 ou 18 ans. Euh, ouais, c'est ça. Elle a su prendre cette décision de dire bah moi je reste dans mon club avec mon coach et vu que j'ai la double nationalité, bah je vais voir la fédération algérienne et je suis sûr que eux ils vont me prendre. Et voilà, la preuve, ça a marché. Et du coup, je voulais revenir sur ce que tu avais dit, Romain. Bah déjà, enfin, moi, j'ai jamais eu l'opportunité, tu vois, dans mes cours de sport, de faire que ce soit du hand, même du basket. On avait des fois pas trop le choix. Sur les dernières années que j'ai fait au lycée, on avait eu le choix entre bah, quelques disciplines, etc. Mais des fois, on était quand même forcé à faire d'autres choses. Je me souviens qu'au collège, on était forcé à faire de l'acrosport. Je suis désolé, mais ça, acrosport, voilà quoi. On s'amusait plus à se lancer des quilles de cirque dessus que à faire des figures en se grimpant les uns sur les autres. Donc, bah au moins c'est sûr, on s'amuse bien, hein, mais on fait pas vraiment de sport. Ceux qui s'amusent à faire du sport, d'habitude, bah dans ce type de cours, ils prennent aucun plaisir. Et ceux qui font pas de sport en général, bah enfin, ils font même pas d'effort physique. Je suis désolé, les cours d'acrosport, c'est la cour de récréation quoi. Donc au final, c'est même pas du sport. Le rapport qu'il faut changer au sport, je pense avec les enfants, c'est le rapport au jeu. Enfin, moi, j'ai toujours appris à faire du sport. J'ai le côté compétitif que j'adore. J'adore gagner. C'est un truc qui me plaît. Mais j'adore jouer, m'amuser, à tenter des choses, à essayer, je sais pas, d'imiter des pros. C'est l'aspect jeu qu'il faut prendre en compte. Et après, le goût de l'effort viendra après. Et c'est pas d'ailleurs en mettant des lycéens qui des fois n'ont jamais fait de sport, parce que des fois ils ont juste pas eu l'opportunité, de leur dire bon ok aujourd'hui on fait TSVMA, c'est 3 fois 500 mètres, et où tu vas cracher tes tripes sur la piste. Bah là c'est sûr que le goût de l'effort c'est compliqué de l'avoir quoi, parce que si on t'a pas appris à avoir un peu l'aspect jeu, l'aspect un peu compétition, parce qu'en fait ce qu'il faut développer c'est l'aspect jeu, et ensuite l'aspect compétition vient derrière une fois que tu t'améliores, une fois que bah, tu te tires un peu la bourre avec tes camarades ou tes camarades d'entraînement dans le sport que tu fais. Il est là tout l'enjeu. C'est vraiment développer un aspect un peu enfantin du sport. Léon Marchand, il dit, moi je m'amuse quand je nage. Bah pourtant, faire 10 kilomètres de nage, je pense que c'est pas si amusant que ça. Mais parce que il a développé ce truc où bah voilà, chaque coup de bras, il s'amuse. Peut-être faire la technique du dauphin, lui, ça l'éclate de le faire à chaque séance. Alors que d'autres, bah, compter les carreaux, bah, justement, on appelle ça tout de suite, c'est négatif. On dit compter les carreaux, alors que lui, je suis sûr que quand il va à la piscine, il dit pas, bah, je vais compter les carreaux pendant 2 heures. Il dit non, je vais nager, je vais m'amuser, on va dire, se battre un peu avec les copains pour savoir qui est plus rapide. Et voilà, faut développer plus cette mentalité-là,
l'aspect de s'amuser, de jouer. Et ensuite, bah, la compétition, ça vient, ça ne vient pas. Des fois, c'est un peu inné, hein, entre guillemets. Il y en a qui ont un esprit ultra compétitif, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout dans leur gène. Et voilà, mais ça empêche. C'est pas parce que t'es pas du tout compétitif que tu peux pas apprécier faire du sport, aller courir 30 minutes, juste entre guillemets avec, je sais pas, ton ami, ton voisin, etc. et partager un bon moment. Il y a aussi l'aspect santé qui doit rentrer en jeu. Et ça, c'est une question quand même vraiment importante et faut que ça rentre dans la tête des gens que le sport, c'est pas que pour la santé, c'est aussi de l'amusement et faut vraiment saisir l'aspect plaisir qu'il y a autour. Bah, c'est ça, je pense que le sport santé viendra grâce à l'amusement et il faut pas voir uniquement le sport comme la compétition, qu'on nous présente souvent à l'école. Faut voir ça d'abord l'amusement, puis, la santé puisque même si aujourd'hui on a mis en évidence plein d'athlètes et de super performances, forcément beaucoup de jeunes, qui s'identifieront en eux ne deviendront pas des grands athlètes. Mais pour autant, la pratique du sport est importante pour eux, pour, avant tout déjà, s'amuser et rester en bonne santé. C'est la fin d'une nuit au jeu. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce dernier numéro version olympique. On va se retrouver pour les Jeux Parades dans 2 semaines avec toujours cette équipe de choc, Charlotte, Elena et Bastien. Merci à vous 3. Bah, merci à toi et merci à tout le monde qui a pu participer à ce projet. Carrément, et on remercie aussi Mérélis qui était là avec nous pour les 2 premiers numéros. Et puis toute l'équipe de choc derrière, Mathis, Davian et Amélie en coulisses. Bah, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, Focus évidemment continue sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet focus-lemedia.fr et sur notre chaîne YouTube. Dès la semaine prochaine, d'ailleurs, une vidéo à ne pas manquer avec Elena et Bastien sur la bigorexie, un sujet évidemment très important que vous allez pouvoir mettre en lumière tous les deux. Et d'ici là, bah, passez une excellente dernière nuit olympique.